Bonsoir chers auditeurs d'Allo la planète, ici Stéphane depuis les studios de la radio à Joyeuse en Ardèche. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 3e saison de la Caravane Passe. Si vous avez déjà rêvé de parcourir le monde accompagné de votre fidèle compagnon à 4 pattes, que ce soit un chien, un âne, une vache ou même une chèvre, alors vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous découvrirons de nouvelles destinations avec nos animaux. Mes invités, des voyageurs qui ont choisi de prendre la route avec leurs animaux, partageront leur histoire inspirante, mais aussi des astuces et des conseils pour garantir leur bien-être. Comment préparer un trek en montagne avec un cheval ? Quels sont les avantages de voyager avec un âne ? Comment s'assurer que votre chien est à l'aise lors d'un voyage en camping-car ? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres. Ce soir, nous allons passer la soirée avec Franck. Pour lui, avancer vers l'inconnu, avoir une direction mais sans objectif, c'était un vieux rêve d'enfance. À l'aube de ses 50 ans, il a décidé de lever l'ancre et de s'engager avec Plune, sa chienne, Pascalina, sa chèvre, et Gigi, son bouc, sur un chemin qui passait non loin de chez lui, celui de Compostelle. Sans préméditation quant au contenu et la durée de l'aventure, il prend son sac à dos, y met le nécessaire au bivouac et se lance sur le GR. C'est ce chemin de 1700 km qui durera plus de 4 mois que Franck nous raconte ce soir. Avant de lui laisser le micro, je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc réagir, intervenir ou poser vos questions. N'hésitez pas à le faire par SMS ou WhatsApp au 06 66 44 15 10 ou directement via l'application mobile de la Web Radio. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être mon premier invité de cette 3e saison. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis très content. Alors, il date de quand ce voyage ? De quelques années déjà ? Oui, là ça fait un peu plus de 2 ans. Il a démarré début mars 2021 pour se finir le 11 juillet 2021. On en reparle parce que tu as le projet de sortir un livre dans quelques mois sur cette aventure. Qu'est-ce qui t'a poussé sur les chemins je parlais d'un rêve d'enfance que tu as envie de réaliser à l'aube de tes 50 ans. C'est ça l'idée ? Ouais, ça je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte plus tard, quoi. Il y a pas très longtemps. Là, c'est un peu en écrivant le livre et puis notamment pour la 4e de couverture. Et puis pendant le voyage, je me suis rendu compte il y a des moments où je me disais, mais en fait, là, je suis en train de réaliser quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et qu'enfant je rêvais. Là, cette semaine, j'ai fait une news, comme on appelle ça sur Ulule, pour une actualité, quoi, qui parlait qui s'appelait À quoi bon marcher, où j'expliquais que, en fait, quand j'étais enfant, il y avait un rêve qui était un peu récurrent, où je rêvais d'être dans des forêts immenses, et tellement immenses que j'avais l'impression que ça pourrait pas exister aujourd'hui, que c'était peut-être à l'époque du Moyen-Âge, quelque chose de très vaste, et je me promenais comme ça, dans ces forêts à cheval, et je m'arrêtais et je voyais que de la nature, que des arbres, quoi. Et c'est vrai qu'enfant, j'aimais beaucoup me promener dans la nature, près des ruisseaux. Ça a toujours été quelque chose qui me ressourçait, quoi. Donc, et là, disons que l'idée de partir ça m'a toujours pas mal accroché collé à la peau, quoi, de partir sans vraiment trop savoir où je vais, quoi. Là, je partais dans la direction de Compostelle, mais je voulais pas préparer avec un trajet précis, des étapes précises. D'accord. Juste une direction, quoi. L'avantage de Compostelle, c'est que le chemin est tracé, les panneaux sont là, et il n'y a plus qu'à trouver des endroits pour se poser, pour dormir, finalement. Oui, ça reste assez simple parce qu'il y a quand même une direction et une trace, quoi. Avec surtout là en Rhône-Alpes, le chemin est bien indiqué. Après, il y a d'autres endroits où ça peut être un peu plus délicat, mais globalement, c'est très bien indiqué, quoi. Donc il y a quand même une forme de sécurité. C'est pas non plus un voyage complètement saut dans le vide. Alors entre cette jeunesse où tu rêves de partir en voyage, où tu aimes te retrouver dans la nature, et ce voyage sur le chemin de Compostelle, est-ce qu'il y a des randos, des voyages, des choses qui t'amènent petit à petit jusqu'à Compostelle ?
Oui, bah, le voyage, ça a toujours été quelque chose, je pense, qui m'a tenu. J'ai eu des périodes dans ma vie où je me suis souvent posé la question, comme tout le monde, je pense, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Et à plusieurs moments, la seule chose que je voyais, c'était l'idée de voyage, quoi. Partir en Hmm. voyage, me dire, ça, le voyage, j'aime. L'idée, justement, c'était l'idée un peu de partir vers l'inconnu, du coup, un peu cette liberté, cette légèreté de pouvoir partir en voyage. Et à une époque, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, autour des années 2000, j'avais un ami qui est venu un jour, enfin, c'est une connaissance, et il est venu un jour en me disant qu'il avait le rêve de partir en roulotte à cheval. Et moi, ça m'a fait tilt dans la tête quand je l'ai entendu, quoi. Je faisais comme un rêve éveillé. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors que bon, moi, j'étais jamais monté à cheval. À 5 ans, on avait essayé de me mettre à cheval, on m'avait descendu, j'avais pleuré, Ah oui. et j'étais plus jamais remonté sur un cheval. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'était un rêve un peu fou, quoi. Hmm. Et puis, bah, je l'ai suivi. À peu près un an plus tard, j'avais acheté un cheval un premier cheval avec qui j'ai eu un accident. Moi, je la fais courte, hein. Et plus tard, j'ai racheté une jument qui était débourrée pour que j'apprenne à vivre avec les chevaux. Et elle savait faire de l'attelage, donc je suis parti en roulotte avec elle. J'ai fait à peu près 1500 km. J'étais dans la Drôme à l'époque et je suis retourné en Haute-Savoie parce que je suis né en Haute-Savoie, donc j'ai refait un chemin que je faisais beaucoup enfant pour partir en vacances. Mais là, je l'ai fait à pied, enfin à côté du cheval. Et déjà, j'ai fait ce voyage-là qui a duré 500 km là, sur à peu près 2 mois. Et puis, j'ai tourné dans la Drôme avec cette roulotte et cette jument avant de m'installer pendant à peu près 5 ans, un peu moins de 5 ans, dans la zone industrielle de Briffaut à Valence, où, parce que j'étais en formation là, à cet endroit, il y avait un pré qui était vide. Je, je, je me suis installé là, un peu aidé par les voisins qui trouvaient l'idée sympa d'avoir un cheval et une roulotte. Et moi, pensant ne pas y rester longtemps, juste le temps de la formation qui durait à peu près 6 mois. Et puis finalement, j'ai vécu quasiment 5 ans. Et j'ai 2 enfants qui sont nés dans une des roulottes qui D'accord. était dans ce pré-là. Ok, excellent. Donc voilà, j'avais déjà un peu cette, cette envie, ce goût au voyage, Hmm. quoi. Et avec des animaux, enfin, ça s'est fait un peu dans mon parcours comme ça. Petit à petit, disons, généralement, je l'explique comme ça parce que c'est comme ça que ça s'est déroulé. Quand j'ai eu une formation de cuisinier, donc à la base, j'étais cuisinier. Et quand j'étais à l'école hôtelière, j'ai eu des bons amis qui m'ont fait découvrir les Berruriers Noirs. Donc j'étais fan à l'époque des Berruriers Noirs. Et ensuite, bon, j'ai travaillé quelques années en cuisine. Et puis j'ai rencontré un gars qui avait ouvert des squats artistico-politiques et qui avait baroudé avec le guitariste des Berruriers Noirs. Donc je suis allé vivre dans un des squats qui organisait notamment des concerts pour le nouveau groupe de ce guitariste et puis ce copain. Et puis, du coup, pendant plusieurs années, j'ai vécu dans ces lieux et j'ai découvert des gens qui parlaient de végétarisme, qui étaient des véganes radicales à l'époque, ce qui était très rare, pas du tout comme aujourd'hui, où on en parle à toutes les Ouais. sauces. Et à ce moment-là, j'ai découvert que moi aussi, j'étais de la viande. Je me suis rendu compte que j'étais aussi, à quelque part, un animal, quoi. Donc la cuisine, ça devenait compliqué de faire ça et ça a été une première prise de conscience de changement par rapport à mon rapport à Hmm. l'animal. Et quelques années plus tard, donc comme j'expliquais, j'avais envie de voyager et, euh, et le cheval, par le biais de cet ami, s'est présenté comme quelque chose un peu naturel dans la continuité de cette prise de conscience. Avec Hmm. entre-temps des chiens que j'ai des chiens depuis bientôt 30 ans. Ça a commencé par un chien qui un jour m'est tombé du ciel un peu comme ça. J'ai trouvé un chien et c'était une époque où j'étais pas très bien dans ma peau. Je me disais qu'est-ce que je fous là, à quoi ça sert? Ouais. Et en fait, ce chien, je me suis un peu raccroché en me disant bah au moins si je suis là, je peux le nourrir, je peux l'aider à vivre un peu mieux. Et quelque part, ça va donner du sens à ma vie. Je comprends. Et c'est avec ce chien que tu es parti sur Compostelle?
Non, Non. c'est que ce premier chien là, longtemps justement, ça m'a longtemps tracassé de me dire j'aimerais bien partir parce que c'était un gros chien. Enfin, la chienne que j'ai, elle fait à peu près 40 kilos, mais celui-là, il en faisait 60. Et c'est des gros gabarits, donc des animaux qui ont besoin de se dépenser si on veut qu'ils soient en pleine forme et qu'ils soient beaux aussi, parce Mhm. que s'ils se développent musculairement, et ça fait des belles bêtes. Et j'ai longtemps pensé à partir en voyage et je ne l'ai pas fait. Du coup, ça a aussi posé la graine pour que plus tard, j'en arrive à faire le chemin de Compostelle. Ouais. Après, ce qui m'a amené à faire le chemin de Compostelle, c'est le fait que pendant plusieurs années, j'habitais pas très loin de la voie de Cluny, là, d'où je suis parti ici dans la Loire, quoi, Ouais. qui fait l'abbaye de Cluny jusqu'au Puy-en-Velay. Et il y a un endroit où il y a un petit village où il y a souvent des symposiums artistiques où les gens font des œuvres d'art et il y a quelqu'un qui a fait un pèlerin en métal qui est au bord de la route. Et moi, pendant 10-12 ans, je le voyais très souvent, ce pèlerin, au bord de la route. Et ça me rappelait tout le temps qu'il y avait ce chemin pas loin et je me disais souvent, ah, bah, ce serait marrant que je parte de chez moi pour aller en direction de Compostelle. Ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, l'idée a germé, quoi. Mhm. Ouais. Je pensais que c'était parce que tu avais vu, enfin, où tu voyais passer au bord de ce chemin des pèlerins en direction du puits, puis de Compostelle. Non, j'ai une amie que j'ai croisée assez régulièrement, qui elle a fait ce chemin et qui m'en a parlé. Et elle a aussi initié pas mal l'idée. Enfin, elle a fait aussi germer l'idée par son. Mais sinon, je peux parce que c'est pas une voie qui est très très très. Je pense de plus en plus maintenant, elle est de plus en plus pratiquée, mais je pense que ces dernières années, c'était pas tant pratiqué que ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu vraiment de pèlerin. Ouais, sur ce chemin. Après, j'ai jamais habité vraiment au bord-bord. Je suis là, par exemple, là où j'habite maintenant, je suis à peut-être 2-3 kilomètres du chemin, quoi. Donc, D'accord, ouais, t'es pas à côté, quand même. ça fait une petite distance quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais alors, certains, enfin la plupart du temps, partent seuls ou en couple, avec un âne éventuellement. Mais alors, pourquoi emmener toute ta ménagerie, euh, le chien, certes, mais une chèvre et un bouc? Pourquoi partir avec eux? Et ben, c'est un peu comme le reste de ma vie, c'est un peu le hasard qui n'en est pas forcément. Mais ça s'est fait comme ça, enfin, d'une manière assez naturelle. C'est-à-dire que j'avais des chèvres, enfin, on avait des chèvres avec la mère de mes enfants depuis la naissance de mes enfants. Une fois qu'ils ont fini l'allaitement maternel, on avait pris des chèvres pour avoir du lait de chèvre pour pouvoir les nourrir après l'allaitement maternel. Et donc, c'était la grand-mère, une de ces chèvres, c'était la grand-mère de la chèvre que j'ai, la chèvre la plus âgée que j'ai maintenant, enfin la chèvre, parce que l'autre, c'est le bouc. Et donc, cette grand-mère, après, je l'ai amenée voir un bouc, elle a fait la mère de la chèvre que j'ai maintenant. Elle, pareil, j'ai emmené voir un bouc, et comme ça, de génération en génération, j'ai eu la mère, la grand-mère et la fille. Et, et bon, la grand-mère et la mère sont mortes de vieillesse. Et puis on a commencé. J'avais un cheval à l'époque où j'habitais avant qui est mort de maladie. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, cette chèvre s'est retrouvée toute seule. Et c'est tombé au moment où il y avait le confinement, donc début 2019, 20, 20, en ouais. mars 2020. On Ouais. oublie, hein. Et, ouais. et, euh, et je suis comme bon à ce moment-là, j'habitais au bord de la rivière, dans les bois. Pendant le confinement, je faisais des balades avec la chienne au départ, et puis la chèvre était toute seule. Alors je suis allé la voir et je lui ai dit, si tu veux venir avec nous, tu nous suis, parce que sa grand-mère avait déjà bien l'habitude de nous suivre. Au début, je l'avais dans d'autres conditions et elle me suivait beaucoup. Après, quand elle habitait au milieu des bois, elle était en liberté, donc elle cherchait pas à me suivre. Mais Mhm. là, sa petite fille, une fois qu'elle s'est retrouvée toute seule, quand je lui ai proposé de me suivre, elle était OK pour partir en balade. Et donc, j'ai commencé à faire des balades avec la chienne et cette chèvre. Et, D'accord. et comme ça, peu dans plusieurs mois, elle fait des balades. Et au bout d'un moment, comme j'avais l'idée de partir à Compostelle, je me suis dit, ah tiens, ce serait marrant de partir avec la chèvre aussi.
Et ensuite, j'ai pris un bouc pour tenir compagnie à la chèvre, en fait. D'accord. Pourquoi pas. Et alors, le bouc n'était pas batté, parce que je sais que certains battent, comme on fait pour un âne, battent les Oui, boucs. Toi, tu l'as pas ouais. fait, ils sont partis. Non, parce que quand je suis parti là, il était tout jeune, le bouc, il avait à peine 1 an, il avait 14 mois, il avait, quand je suis D'accord, parti, donc il était petit, puis c'est un bouc nain. Euh, donc maintenant, il a 4 ans, il est aussi grand que la chienne. Donc là, maintenant, pour le prochain voyage, je pense les battre, d'accord. mettre des sacoches sur les chèvres et la chienne. Parce que là, dans ce premier voyage, il n'y avait que la chienne qui avait des sacoches. Mhm. Et là, j'ai 2 chiens. Donc maintenant, j'ai la chienne et son fils et 2 chèvres. D'accord, Donc je pense battre tout le monde, mais en alternance. d'accord. En battant 3 sur 4, quoi. Ouais, ouais. Et en faisant tourner. Hmm. Alors toi, tu pars comme ça, en lâchant prise, en quelque sorte, sans te dire, sans prévoir où tu vas t'arrêter. Le chemin fera bien son travail. Et dans ton sac, tu mets l'essentiel, un duvet, une toile de tente, un matelas, je crois. En tout cas, le nécessaire, pas plus. Mhm. Tu t'étais renseigné avant de partir? Comment ou tu t'es dit sur le chemin, finalement, je trouverai bien ce qu'il me faudra? Eh ben, j'avais des topo guides parce que l'ami dont je parlais avant, qui a fait le chemin de Compostelle, avait des topo guides sur qui allait, qui faisait la voie du puits. Donc j'avais les guides qui donnaient un peu les endroits où il pouvait y avoir des magasins. Mais bon, en général, en plus, ils étaient un peu périmés ils avaient 10 ans d'âge, ces Ah guides, oui, donc ils étaient d'accord. plus trop d'actualité. Mais ça me donnait une aide des fois pour savoir où je pouvais trouver à manger. Et ça a pu me servir à ça. Parce qu'après, pour le trajet, ça m'a pas servi, véritablement. Et pour ce qui est de dormir, je voulais pas prévoir. Mais j'ai eu la chance, pareil, la chance un peu, le hasard qu'au bout de 2 jours, après mon départ, je suis tombé sur quelqu'un qui était très connu sur la voie du Puy et qui est très connu par les pèlerins de Compostelle, qui s'appelle Madi. Ah oui, m'a dit du Camino. Et- ouais, voilà. Et au bout de 2 jours, je suis tombé dans la Loire sur lui. Je serais arrivé à un endroit devant une église dans un village où je serais arrivé 10 secondes plus tard, je l'aurais pas vu. Ah oui, d'accord. On se serait pas croisés. Parce que lui, il était de l'autre côté de la route, sur un trottoir avec d'autres pèlerins. Il était en train de continuer le chemin et moi, j'arrivais. Et je me posais après une grosse côte pour me poser. Mais comme il a vu les chèvres avec les autres, ils ont vu, ils sont venus me voir et on a discuté 2 secondes. Et puis il m'a demandé s'il pouvait prendre les chèvres en photo. Je lui ai dit OK. Et puis il est parti sans même qu'on échange de contact, rien. Il est parti en me disant je ferai un post sur Facebook. Je lui ai dit bah, D'accord. si tu veux, de toute façon, les gens en feront sûrement sans me demander. Donc, Ouais. et il est parti. Et puis, moi, je suis reparti plus tard. Et plus tard, j'ai croisé quelqu'un des amis de Saint-Jacques, là, de l'association qui s'occupe du tracé en Rhône-Alpes, Ouais. et qui m'a dit, oh, bah, j'ai croisé Madi, et il m'a dit, j'ai donné ton numéro de téléphone, quoi. Donc, ce monsieur a donné mon numéro de téléphone à Madi, ce qui fait que Madi avait quand même un contact avec moi, et lui, il a fait un post sur Facebook en disant, voilà, il y a un gars qui se balade avec des chèvres et un chien, si vous voulez l'accueillir chez vous, vous me dites. Et en fait, il y a des gens qui ont répondu à ce post sur D'accord. Facebook, en commentaire. Et comme ça, il m'a passé des contacts. Et ça m'a fait de quoi m'arrêter une fois par semaine jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port pour pouvoir me laver. C'était parfait, quoi, sans chercher. Mhm. Radio Camino. Ouais. Et comment ça se passait avec ta caravane? Parce que les gens t'accueillent, tu peux prendre une douche, c'est chouette, mais avec une chèvre, un bouc et un chien, c'était pas compliqué? Et ben non, parce que la chienne me suivait partout et les chèvres, c'est pareil, me suivaient partout. C'était
c'était compliqué quand j'ai voulu dormir, parce qu'au début, je dormais, je me disais, bon, bah, quand je m'arrête dans des accueils jacquaires ou dans des gîtes, je vais aller dormir dans un lit, comme ça, je profite du confort, ça sera bien. Mais en fait, je l'ai fait 2, 3 fois, et dès que je suis un peu éloigné de la chèvre, elle se met à bêler. Donc du coup, moi, même de mon lit, je l'entendais bêler la nuit, et souvent, elle bêlait des fois tard le soir et tôt le matin. Donc assez rapidement, même quand je dormais dans les gîtes, je posais la tente dans le jardin du gîte et je dormais à côté des chèvres et des chiens, comme ça il n'y avait aucun souci. Ah Parce ouais. qu'à partir du moment où je suis avec eux, il n'y a pas de souci. Hum. C'est quand ils me voient plus, quoi, qu'ils veulent absolument me suivre. Je dis Ouais. souvent aux gens, ouais, les chèvres, c'est plus simple qu'avec les chiens, parce que la chienne, elle s'est perdue 4 jours dans les Pyrénées, mais ça n'arriverait pas aux chèvres, parce que les chèvres, elles me lâchent pas d'une semaine. À Qu'est- part 1 ou 2 fois où ça leur a pris, je ne sais pour quelle raison, qu'il leur est passé par la tête de vouloir partir dans l'autre sens par rapport à là où je voulais aller. Mais c'est très rare. J'ai assez de doigts sur une main pour compter le nombre de fois où c'est arrivé sur 4 mois. Hum. Et c'est arrivé de dormir dans les champs, dans une prairie, si tu trouvais pas de lieu pour dormir? Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, la plupart du temps, je dis Ouais. maximum, euh, au mieux, je dormais 1 fois par semaine en gîte. Ah oui, Sinon, d'accord. mais tous les autres jours, enfin en gîte, souvent dans le jardin du gîte. Mais tous les autres jours, je dormais dans les bois. D'accord. Ça a pu m'arriver des fois de dormir derrière des stades. Parfois, ouais, parfois des champs. En général, j'essayais de trouver des endroits plutôt publics, plutôt à l'écart, ou des endroits plutôt en forêt, parce que les chèvres sont des animaux de broussailles. Enfin, Mhm. elles sont pas, c'est pas des animaux de pré, c'est des animaux qui aiment les arbustes, les petits arbres plutôt. C'est ce qu'elles Mhm. préfèrent, c'est les arbres et les petits arbres. Donc plutôt forêt, quoi, plutôt environnement un peu forestier. Mhm. Et tu les attachais? T'avais prévu quelque chose pour les parquer? Ben, je les attachais au début. J'avais des longes, des grandes longes, ben, qui me servaient surtout quand j'allais faire des courses. Et au début, je les attachais, mais assez rapidement, j'ai commencé à me dire, je vais essayer de les détacher. Et très vite, je me suis rendu compte qu'elles partaient pas. Donc, la nuit, je les attachais quasiment jamais. Or, à part s'il y avait des choses qui craignaient autour, genre des fleurs, les rosiers, parce que Ouais. les chèvres adorent les ronces, Ouais. donc elles adorent les roses. Et quand ça craignait, quand elles risquaient aussi de partir, qu'il y avait une route pas très loin, ou que des endroits où je craignais de me faire un peu engueuler parce que j'étais peut-être pas au bon endroit, je les ai attachées pour éviter qu'elles s'éloignent et qu'on se fasse remarquer. Mhm. Mais très souvent, elles n'étaient pas attachées. D'accord. En chemin, euh, je suppose qu'elle mangeait ce qu'elle trouvait en route. Pour ton chien, tu avais prévu des croquettes pour une durée déterminée? Ouais, Ouais. oui, oui, j'ai acheté des croquettes à peu près tous les 2 jours. Enfin, quand je pouvais en trouver, parce que par exemple, sur l'Aubrac, il y a peu de magasins, et il y a beaucoup de magasins qui ont pas d'alimentation pour animaux, quoi. Souvent, ils ont peu de choses, c'est des petites épiceries, et il y a beaucoup de produits locaux, quoi. Et c'est arrivé que des périodes où la chienne, elle soit nourrie au saucisson artisanal, Ah, ou d'accord. voilà, souvent elle mangeait comme moi. Bon, moi, je suis principalement végétalien depuis presque 30 ans, donc mes chiens mangent beaucoup de végétal, quoi. C'est pas Mhm. donc où ils mangeaient du fromage enfin voilà. Quand je trouvais des croquettes, je leur achetais des croquettes, souvent tous les 2 jours. Parce que là, la chienne, elle mangeait bien 1,5 kg de croquettes quand elle mangeait des croquettes, vu l'activité qu'elle avait par jour. Mhm. Et, Et donc après, et les chèvres, elles mangeaient où est-ce qu'elles trouvaient, et puis je leur donnais des compléments, genre j'achetais des carottes bio des fois dans les supermarchés, ou les galettes de riz, elles adorent ça, D'accord. des petites gâteries comme ça. Mhm. La Ou traver- aussi, je demandais aux boulangeries s'ils avaient du pain dur. Bon. Ah oui, d'accord. La traversée des villes, ça se passait comment? Eh ben, ça se passait plutôt bien. Quand il y a les voitures, pour moi, c'est souvent un petit peu stressant quand même. Enfin, les villes,
peut-être moins que les routes où ça circule pas mal. Mais en général, j'attachais la chèvre, qui est entre guillemets la leader du troupeau. Mhm. Pas parce qu'elle me suivrait pas, mais parce qu'elle me suit de toute façon. Mais c'est pour éviter qu'elle fasse des écarts, parce que des fois, quand il y a le chien ou le bouc qui veut passer par devant, parce que les chèvres aiment bien passer devant, et elles aiment pas quand les autres passent devant eux. Mhm. Donc, si jamais les autres essayaient de passer devant elle essayait de leur mettre des coups de tête, ce qui fait qu'ils faisaient des écarts sur la route, quoi. Ah ouais, Donc, si d'accord. je veux qu'on reste groupé sur le bord, je tiens la chèvre. Le bouc, lui, de toute façon, reste collé à la chèvre derrière. La chienne, elle suit très bien. Elle connaît bien elle suit de toute façon. Puis, elle a peur de la chèvre, donc elle essaie pas trop de passer devant. Ah, d'accord. Et du coup, ça se passait plutôt bien. Dans certains cas, j'attachais le bouc aussi, et des fois aussi la chienne. Ça arrivait dans des endroits où on n'avait vraiment pas beaucoup de place sur le trottoir, notamment les ponts, parce que souvent les trottoirs sur les ponts sont très serrés. J'ai attaché tout le monde pour éviter d'être tout le temps à dire attention, revenez par là. En Espagne, tu as vu une différence? Est-ce que tu as dû changer tes habitudes? Ou finalement... Et bah, j'ai pas été en Espagne en fait. C'est pour ça que c'est pour ça que j'envisage un nouveau voyage notamment, D'accord. enfin, sur Compostelle, pour faire la partie espagnole, parce qu'en fait je suis allé jusqu'à la frontière espagnole et j'ai rencontré pas mal de gens en chemin qui m'ont dit oh les Espagnols au niveau sanitaire avec les animaux ils sont très très regardants. Ouais. Et moi à ce moment-là mes chiens n'étaient pas identifiés, enfin la chienne n'était pas identifiée, elle n'était pas vaccinée, ce qui est le cas aujourd'hui. Les chèvres pareil. Et donc à force de rencontrer des gens qui me disaient ça, je commençais à pas mal douter. Et puis bon, après la chienne s'est perdue 4 jours dans les Pyrénées. Et puis moi, je commençais à plus trop avoir d'argent. Je risquais de marcher je suis arrivé en juin à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc ça me faisait marcher en Espagne en juillet-août. Ouais. Ça m'allait pas trop. Mhm. Puis il y avait d'autres raisons qui ont fait que j'ai préféré faire demi-tour et revenir à pied. D'accord. Mais comme je dis, c'est un peu comme si j'étais allé jusqu'à Compostelle, parce qu'en fait, de là où j'habite jusqu'à Compostelle, il y a 1650 km et moi, j'en ai fait 1680. Parce D'accord. qu'en faisant un aller-retour, Ah oui. j'ai fait la distance, quoi. Ouais, ouais. Et là, j'aimerais bien faire un aller-retour, mais de là, Compostelle et revenir Hmm. maintenant, pour le prochain voyage. Prochain voyage. D'accord. Quand tu dis que ça t'a coûté un peu d'argent, c'était quoi ton budget de ce voyage par jour? Eh ben, j'étais à 25 euros. J'avais à peu près 800 euros par mois de chômage. Donc, D'accord. euh, je, je donnais un peu d'argent pour mes enfants. Et donc, j'avais à peu près 25 euros par jour. Par jour. 25 euros. D'accord. Je tablais sur ce. Ouais, pour nourrir tout le monde. D'accord. Eh ben écoute, on va faire une petite pause musicale. Tu as choisi HK Danser encore. Pourquoi ce titre? Eh ben parce que il a marqué mon voyage. Bah, j'en parle dans le livre que j'ai écrit sur ce voyage. Il y a un petit chapitre, un paragraphe qui s'appelle Danser encore, enfin avancer encore, danser, parce que cette chanson, c'était la chanson un peu pendant le Covid, et puis c'est une chanson qui je trouve célèbre bien la vie, et c'est assez proche de l'idée de danser comme ça, continuer à danser quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, même s'il y a des choses un peu difficiles euh, qui arrivent. Cette idée de continuer à avancer, quoi, comme la vie continue à se faire, quoi. J'aime beaucoup l'énergie de cette chanson. Et quand j'étais pendant le voyage à Compostelle, à un moment, je m'étais arrêté à côté d'une école pour manger à midi. Et à un moment, quand j'ai fini de manger, j'ai entendu dans l'école la chanson d'HK qui passait, et les enfants qui chantaient à tue-tête. C'était super beau, moi, ça faisait vibrer. Et à un moment, ça s'est arrêté, et la maîtresse a dit
je vous le remets. Et j'ai entendu tous les enfants, enfin, parce que j'avais l'impression d'être tous les enfants en même temps, crier ouais. Et ça m'a donné une. C'était marrant parce que c'était dans un des villages qui, pendant le confinement, j'avais rencontré un élu municipal à l'entrée du village qui avait voulu me faire une mini-interview sur pourquoi j'étais là, tout ça, pour le journal municipal. Et il m'avait dit, si vous voulez manger des sandwichs, vous allez au bar du village, il est ouvert, on fait des sandwichs, il n'y a pas de souci. Et c'était un des rares endroits, ça doit être le deuxième dans tout le voyage, où il y avait quand même un bar ouvert, alors que normalement, ça devait être fermé à cause de la crise du Covid. Ah oui, et c'est dans ce village-là que j'entendais les enfants chanter. Et c'était comme un appel d'air de la vie continue et il faut continuer à être joyeux, il faut continuer à respirer la vie, quoi. Quoi qu'il arrive, ça continue toujours, la vie elle continue toujours. Ouais. Eh ben écoute, c'est sur ces mots qu'on retrouve HK. À tout de suite. À tout de suite. Encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissants jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut
continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Yeah, yeah, yeah. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Vous êtes toujours sur Radio La Planète dans l'émission La Caravane passe. Ce soir, pour cette première émission de la 3e saison, je suis avec Franck qui a fait une partie du chemin de Compostelle avec sa chienne, son bouc et une chèvre. Il nous raconte tout ça dans cette émission. Franck, tu nous parlais tout à l'heure avoir perdu ta chienne dans les Pyrénées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, en fait, on était sur un morceau du GR10, donc pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port, qui va entre autres de Saint-Jean-Pied-de-Port à Hendaye, pour essayer d'aller rejoindre le chemin du Nord, la voie du Nord, la Camino del Norte qui longe l'Atlantique. Ouais. Et après Saint-Étienne-de-Baïgorry, pour ceux qui connaissent, entre Saint-Étienne-de-Baïgorry et Bidaraï, il y a plusieurs cols, dont un qui est le col d'Iparla. Et c'est un col pas très très haut, je crois qu'il est à 1500 mètres, mais autour c'est très, il y a beaucoup d'espace pour que les vents puissent faire changer le temps très vite. Et on est arrivé sur ce col avec, avant d'arriver, il s'est mis à faire juste avant qu'on arrive, le temps était très beau, et là le temps a changé d'un coup et il s'est mis à pleuvoir, gros brouillard et beaucoup de pluie, et on arrivait en haut, et moi au début j'avais attaché la chienne pour la garder avec moi parce que parce que je craignais justement de la perdre. J'ai voulu la garder avec moi, et puis elle tirait tellement fort, et c'est un endroit qui est presque de l'escalade, quoi, quand on monte sur ce GR10 là. C'est pas l'endroit le plus difficile du GR10, mais parce que globalement GR10 c'est un peu comme ça, mais c'est des endroits où c'est presque de l'escalade. Donc je l'ai fini par la détacher parce qu'elle tirait trop fort. Et en fait on est arrivé en haut du col d'Iparla, et il pleuvait très fort, il y avait beaucoup de brouillard, et il y avait un vent qui faisait que la pluie était très couchée, et le vent allait contre nous, quoi. Et la chienne est partie dans la brume, certainement après des animaux. Le lendemain, en revenant, j'ai vu des traces de sangliers, donc je me suis dit peut-être elle a senti des sangliers, elle a couru derrière. Et moi, je l'ai appelée tout de suite, mais comme le vent était contraire avec la pluie, elle m'a pas entendu. Et comme le vent faisait beaucoup de bruit, la pluie aussi, elle s'est perdue, quoi. Elle a disparu, elle est partie, je ne sais où. On a essayé de la chercher un moment, on a un peu avancé, on est revenu, et puis finalement on a décidé d'aller faire un campement à l'abri plus bas et d'essayer de revenir le lendemain, quoi, pour essayer de la retrouver. Mais et le lendemain on est revenu. Entre-temps, je me suis fait engueuler par le maire du village d'en bas parce que il avait peur pour les troupeaux, parce que dans le Pays Basque il y a beaucoup de troupeaux de brebis en liberté, ce que je pouvais comprendre tout à fait. Et puis on a fait plein d'allers-retours sur la montagne, on allait autour de la montagne, enfin on a mis 4 jours avant qu'elle finisse par être retrouvée. Enfin, c'est elle qui a retrouvé une maison, parce qu'elle avait un collier autour du cou avec le numéro de téléphone, donc elle a retrouvé une maison où les gens ont pu lire le collier, et elle a pu m'appeler. Ils ont pu m'appeler pour
que je la retrouve. Mhm. Et entre-temps, on l'a cherché un peu partout, dont notamment en Espagne. On a été, parce que là, cette montagne est la limite dans la vallée qui est en dessous. D'un côté, il y a la France, et de l'autre côté, il y a un peu la France, et après, c'est l'Espagne, quoi. Et il y avait l'endroit où dans la direction où on l'avait vu partir, ça tombait dans un trou, et en dessous, une ferme qui, quand on est descendu et on est allé voir, on s'est rendu compte que c'était en Espagne. Donc, il y avait deux monsieur, dont un vieux monsieur qui devait avoir au moins 80 ans et qui était espagnol, qui parlait qu'espagnol. Mais on a eu de la chance, parce que moi, j'ai fait espagnol à l'école, mais mon espagnol est pas du tout opérationnel. Ouais. Et on a eu la chance, c'est il avait un cousin là, français, donc comme ils sont basques, ils parlaient basque entre eux. Et donc, nous, on parlait au cousin français qui parlait au papy de 80 ans espagnol, et il faisait la traduction. Comme ça, on pouvait poser des questions et il demandait s'il avait vu la chienne et tout ça. Et ça, moi, c'est un des moments de mon voyage qui m'a beaucoup marqué, parce que au bout d'un moment, une fois qu'on avait posé les questions pour savoir où était la chienne, le papy, il a dit, vous savez, moi j'ai 80 ans, c'est comme ça que j'ai su qu'il avait 80 ans. Et il a dit, à 80 ans, c'est la première fois que je vois des randonneurs avec une chèvre. Et son cousin français, donc il lui a dit, et donc après il nous a expliqué, il nous a traduit, il lui a dit, tu vois, ça vaut la peine de rester en vie. Sous-entendu, D'accord. certainement, le papy avait dû dire à certains moments avant ça servait plus à rien de vivre, quoi, qu'il avait envie de repartir de cette terre, certainement quitter cette terre d'une manière ou d'une autre. Et moi, ça m'avait vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort là qui se passait, et ça m'a fait chaud au cœur, quoi. Un peu comme vraiment une fraction de seconde, je me suis dit, peut-être ma vie, elle sert un peu à quelque chose, quoi. T'es pas là par pouvoir hasard. lui offrir ça, un truc un peu différent, voilà. C'était quelque chose. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué. Et de cette histoire, tu as décidé d'en écrire un livre, de raconter tout ça dans un livre. C'était le but au départ? Enfin, tu l'envisageais quand tu es parti, quand tu étais en chemin, ou Ouais, l'idée a germé ou... Non, c'est quelque chose. J'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais à l'école, j'étais pas trop mauvais en français, même si on me disait souvent que j'avais pas un style terrible. Les profs aimaient pas trop mon style à l'époque. Donc voilà, mais j'ai toujours aimé écrire, eu envie d'écrire. Mais j'ai fait un peu de musique. J'ai écrit une ou deux chansons comme ça. Et puis de temps en temps pour des trucs, mais j'ai souvent eu du mal à me lancer, à choisir un thème, parce que très souvent j'ai plein d'idées et puis je sais pas lequel choisir, donc j'ai du mal à le faire. Et là, je me suis dit, je vais partir et chaque jour, je vais écrire. Chaque soir, je vais écrire un peu ce qui s'est passé, quoi. Ça permettait d'avoir un peu, et puis je verrais bien. Je savais pas si j'en ferais quelque chose jusqu'au bout, là, jusqu'à maintenant, où après, là maintenant, j'ai de quoi grâce à la campagne, j'ai un peu d'argent pour pouvoir éditer des livres. Il y a des gens qui les ont précommandés, donc ça c'est finalisé quasiment. Mais jusqu'au bout, je sais pas, je fais les choses au fur et à mesure. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir écrire, quoi, parce que écrire, c'est intéressant pour pouvoir se soulager, se mettre les idées au clair, y voir plus clair, c'est intéressant. Donc cette démarche, cette contrainte un peu de tous les soirs avant de dormir, même fatigué, pas fatigué, c'est d'écrire 2-3 lignes de ce qui s'est passé dans la journée, des moments importants, de remémorer, c'était intéressant de le faire. Donc j'étais parti dans cette idée-là, tout en sachant pas trop. Après, quand je suis revenu du voyage, là, je me suis dit, il faut que je commence à écrire tout de suite, à taper. Et puis là, depuis 2 ans après, j'ai eu des moments, des hauts, des bas, des moments où j'ai un peu lâché, des moments où j'ai repris. Et au fur et à mesure, je me suis accroché pour essayer de travailler, retravailler, corriger, et que ça arrive à quelque chose au bout, quoi. Mais il y avait déjà cette idée au départ. D'accord. En n'y croyant pas trop, parce que j'ai souvent du mal j'ai eu souvent du mal jusqu'à présent à croire que j'ai pu
puisse être capable de faire les choses. Mais j'ai l'avantage, c'est que j'essaye quand même. D'accord. Ouais, non, mais c'est chouette d'essayer. Et puis ça prend du temps et il faut arriver à rentrer dans l'écriture, à poser les choses. En tout cas, l'idée plaît parce que tu as lancé un financement participatif qui s'arrête demain sur Ulule. Tu as triplé ou quadruplé la somme de départ. C'est beau. Ouais, l'objectif que j'avais fixé, quasiment quadruplé, ouais. Ouais, c'est chouette, c'est super, c'est génial. J'ai eu plein de... Même les gens qui n'ont pas pu participer parce que il y a des gens qui ont des difficultés financières, ça se comprend. J'ai reçu plein d'encouragements et puis après des aides financières petites, plus grandes. Et c'était super, rien que de pouvoir offrir et puis aussi de m'obliger un peu parce que là tout le temps du mois là j'ai écrit 5 textes pour un peu entretenir, rappeler aux gens qu'il y avait la campagne et puis moi du coup ça m'obligeait un petit peu à réécrire des textes, parfois en mettant un peu des extraits du livre que j'ai écrit, mais d'essayer de faire des choses un peu nouvelles, des réflexions, et ça c'était très intéressant aussi pour moi de faire ce travail-là, quoi. Je découvre ce côté artisanal de l'écriture, d'écrire, de chercher le mot juste, de retoucher, c'est un peu comme de prendre de l'argile, de faire une statue et puis de modeler, puis des fois d'enlever, et puis de refaire. C'est quelque chose que j'abordais pas l'écriture sous cet angle-là et je le découvre et j'aime beaucoup ça. Il sort quand ? Et effectivement, ça a très bien fonctionné. Et je sais pas, le plus tôt possible. D'accord. J'attends il y a un éditeur qui est l'ami d'une amie qui était très intéressé par le livre. Il est en train de le lire. Je devrais avoir la réponse très bientôt, savoir s'il veut bien l'éditer ou pas. Donc en fonction s'il veut l'éditer, faudra je vois après. Ce sera un peu ses délais à lui pour savoir quand je le sors. Si c'est moi qui l'édite, je ferai au plus rapide, quoi. Si je le fais en auto-édition, normalement, j'ai à peu près fini les corrections. D'accord. Donc, ça devrait sortir assez vite. J'espère dans le mois qui vient, les 2 mois qui viennent. Donc, et si c'est lui, je sais pas. Presque pour Noël. Ouais. Chouette. Ouais. Mais sinon, tu envisages de l'auto-éditer, de le vendre toi-même via une plateforme ou... Parce que là, tu peux en imprimer combien je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout. Moi, si c'est en auto-édition, je pars sur ce que les gens ont commandé, puisque là, dans la campagne Ulule, les gens, ils ont choisi une contrepartie ou pas, et souvent, la contrepartie principale, c'est le livre. Après, il y a d'autres contreparties, un peu plus comme j'ai proposé d'envoyer des cartes postales, arrivé à un certain prix, j'envoie à certaines personnes 1 fois par mois une carte postale lors du prochain voyage avec des morceaux de la prochaine histoire dedans. Chouette. Donc il y en a qui ont pris ça et c'est une des contreparties que j'ai mis en place. Mais la principale, c'est les livres. Donc après, je verrai déjà tous les livres là qui sont commandés et puis je sais pas, peut-être je doublerai ou je rajouterai 50% à ça. Je vais essayer. J'ai pas envie de trop en tirer parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des livres sur les bras et qu'après ils partent pas. Ouais. Et donc je sais pas, mais comme pour le reste, je prends tout au fur et à mesure. La campagne Ulule, je savais pas dans quoi je me plongeais. En écrivant ce livre, je savais pas trop dans quoi je me plongeais parce que la typographie, la mise en page, c'est pas forcément des trucs que je maîtrisais vraiment bien. Donc au fur et à mesure, je prends les choses les unes après les autres. Là, du coup, pendant la campagne, j'ai eu deux contacts de libraires qui seraient intéressés pour vendre mon livre, pour avoir mon livre à vendre. Voilà, je vois un peu petit à petit qu'est-ce qui se présente et comment j'ai confiance. Comme sur le chemin. Je verrai. Ouais. Lâche prise. Ouais, c'est ça. C'est ça, il faut pas trop. C'est bien d'avoir une direction, mais les objectifs, c'est risqué. Parce que si on se fixe des objectifs, après, on a des
attentes et si on n'atteint pas l'objectif, on est déçu, on s'en veut, tout ça. Donc, je préfère pas fixer d'objectif, juste me dire j'ai envie de faire ça, donc je le fais, j'essaie de le faire au mieux et je suis la direction le plus loin possible. C'est une bonne philosophie. Tu nous disais plusieurs fois que le voyage allait reprendre, tu allais repartir sur les routes, cette fois pour faire la partie de Compostelle. Est-ce que tu vas y aller jusqu'à la frontière à pied ? Est-ce que tu iras avec un véhicule ? Comment tu imagines cet itinéraire ? Je veux repartir à pied de là où je suis. J'ai envisagé un moment de repartir de Saint-Jean-Pied-de-Port, là où je me suis plus ou moins arrêté sur la ligne pour aller à Compostelle. Ouais. Mais je me suis dit, moi, je vais refaire. Alors, je veux essayer de passer par des chemins un peu différents. Je vais sûrement reprendre un bout de la voie du Puy quand même. Mais après, je voudrais redescendre par Toulouse, parce que j'ai des amis en plus par là-bas, vers Gaillac ou en Ariège. Et sortir de la voie du Puy pour passer par GR 36, je crois que c'est là-bas, 46, et rejoindre le GR 78, la voie du Piémont. D'accord. Pour aussi, pareil, un bout que j'ai fait, parce que moi j'ai fait quand même Saint-Jean-Pied-de-Port, Bagnères-de-Bigorre, qui est 200 km sur le retour. Donc il y a déjà des bouts que j'ai fait et que je vais refaire. Mais je me dis, à quelque part, c'est plus simple de pas. Je pourrais charger les chefs dans des voitures. Hein. Ouais. Là, on a fait dans ce voyage, là, on a fait un bout Bagnères-de-Bigorre. On avait fait Bagnères-de-Bigorre, Montpellier en voiture. Elles ont fait 330 km d'une traite en voiture. Et elles ont l'habitude d'être dans des voitures. Fais attention, c'est pas un problème. Elles vont apprécier le confort. Ouais. Après, ça peut être un problème pour la voiture parce que des fois, elle pisse. Si on n'a pas bien protégé, ça peut être un peu embêtant. Ouais, c'est sûr que si tu fais du blablacar, ça peut être vite problématique. Mais écoute, le départ est pour quand ? T'as une petite idée ? Non, j'ai une idée, mais je sais pas si ça va. J'aimerais le faire le plus tôt possible, mais j'avais déjà envisagé il y a presque un an de partir, donc maintenant je fixe plus trop de dates parce que l'automne de l'année dernière, je m'étais dit ça sera l'automne. Après, j'ai dit au printemps. Après, là, je me disais cet automne. Et puis bon, mais je peux pas laisser le livre en plan, donc faut que j'aille au bout de ce processus de livre. Une fois que les livres ils seront prêts à être expédiés aux gens là qui ont financé pour avoir le livre, je pourrais dire ok, allez, je sais pas, il faut, vu que maintenant j'ai plus trop de chômage, ce serait bien que je parte bientôt, mais si ça veut pas se faire comme ça, ça se fera pas comme ça, mais c'est pas grave. C'est que ça doit pas se faire comme ça. Eh ben écoute, tu viens nous raconter quand tu es parti, on se refait une petite émission. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'était chouette. L'émission se termine. C'était vraiment sympa d'entendre ce récit d'un voyage pas si loin, en tout cas. Qui évolue encore avec ce nouveau livre, avec ce projet. Merci à toi d'avoir participé à cette première émission de la 3e saison. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très content. Et puis n'hésite pas, quand tu repars, tu nous fais signe et on imagine une nouvelle émission. Ça marche ? Ça marche, ouais, je vous tiens au courant. Ça marche. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Voilà, ce nouveau numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Si vous voulez vous aussi raconter votre voyage, contactez-moi au 06 66 44 15 10. Bonne fin de soirée sur Allô la planète et à la semaine prochaine.
what you need.